Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir demandé de faire ce topo, mes liens d'intérêt. Les objectifs pédagogiques, pardon, les objectifs pédagogiques étaient triples, donc c'est l'identification des indications actuelles du traitement de l'hépatite B, connaître la place de la biopsie avant la mise en route d'un traitement et connaître le rythme et les modalités de la surveillance biologique et morphologique d'une hépatite B. Donc je vais me baser surtout sur les dernières recommandations EASL 2017. Je vais commencer par le cas clinique. Donc Madame N, 26 ans, est adressée par son médecin généraliste parce qu'elle a fait en fait un épisode de fatigue et son médecin traitant lui a fait un petit peu les examens habituels et puis il a diagnostiqué d'hépatite B. Il a fait une sérologie d'hépatite B et elle a un diagnostic qui est positif. Elle n'a pas d'antécédents, ni chez elle, ni familial, mais sa famille est au Laos et elle a franchement pas trop d'informations. Elle ne fume pas, elle boit très peu d'alcool et elle est en recherche d'emploi, elle est en formation. Elle a un antigène HBS positif, une numération plaquettaire normale, des sérologies VIH, VHC, syphilis demandées par le médecin généraliste qui sont négatives et une échographie hépatique normale. Et donc elle est adressée par le médecin pour avoir un traitement de l'hépatite B. Donc la première question, dans cette liste, qui n'est bien sûr pas exhaustive, dans cette liste de tests, quels sont les 3 principaux que vous demanderiez? Quels sont les 3 qui vous semblent le plus importants? Bon, il y en a un qui est important qui n'est pas dedans. C'est exprès parce que en général, celui qui est important, on ne l'a pas au premier bilan. Alors, les alates, très bien. Le test de fibrose, très bien. Et l'antigène HBE, très bien. Si on doit en faire 3, c'est cela. Bien sûr, le TP est important à faire de toute façon parce que ça permet aussi de chercher des signes d'insuffisance hépatique. Et l'alpha-fétoprotéine, on le fait chez les patients qui ont une hépatite B aussi. Mais en tout cas, la réponse était bonne. Il y a des nouvelles définitions des différentes phases de l'hépatite chronique B qui ont été émises par l'EASL 2017. Alors, c'est une nomenclature en 5 classes, donc les 4 principales sont là. Et en fait, je vous ai mis en bas du tableau l'ancienne dénomination. Donc, dans l'ancienne dénomination, on avait ce qu'on appelait les immunotolérants. Donc, en général, des personnes jeunes avec des transaminases qui étaient normales, un ADN qui était très élevé, un antigène HBE qui était positif et des lésions hépatiques qui étaient absentes ou minimes. Donc maintenant, on ne les appelle plus des immunotolérants, on les appelle des infections chroniques antigènes HBE+. En fait, infection, c'est pour les différencier des patients qui ont des lésions hépatiques. Et c'est pour ça qu'on ne les appelle plus hépatite chronique, antigène HBE+, au stade d'immunotolérance, mais infection chronique. Ensuite, vous allez avoir les anciens porteurs inactifs. Donc les anciens porteurs inactifs sont caractérisés par le fait d'avoir un ADN VHB inférieur à 2000, il y a une petite tolérance pour 20 000, des transaminases normales et là encore une fois des lésions hépatiques qui sont majoritairement absentes ou faibles. Alors ces patients porteurs inactifs, on les appelle maintenant des infections chroniques antigènes HBE-, en raison des lésions hépatiques qui sont absentes dans la très très grande majorité des cas chez ces patients. Et puis on va retrouver les hépatites chroniques antigènes HBE+, comme on les appelait avant, et les hépatites chroniques antigènes HBE négatifs, comme on les appelait avant. Et là, par contre, il n'y a pas de changement dans la nomenclature. Donc là, les changements de nomenclature, ça concerne l'immunotolérance et le porteur inactif. Et puis on a une dernière phase qui est l'infection occulte qui est définie par le l'EASL par le fait d'avoir un antigène HBS négatif, un anticorps anti-HBC positif, donc des patients qui ont eu un contact avec le virus, parfois un anticorps anti-HBS positif, des transaminases normales. Et alors, la définition est un peu bizarre parce qu'ils disent ADN VHB sérique, le plus souvent indétectable. Mais là où c'est embêtant, en fait, c'est surtout quand on a un ADN VHB détectable dans le sang. Et ce sont des patients, en fait, qui ont une phase chronique, qui ont séroconverti dans le système HBS, mais qui conservent de l'ADN super enroulé dans le foie. Donc les risques de cette phase dépendent en fait de la date de la perte de l'antigène HBS par rapport à la constitution d'une éventuelle cirrhose au cours d'une phase d'hépatite B chronique. Si le patient n'a pas constitué de cirrhose, finalement, dans ce contexte-là, les risques sont faibles et on a des risques, en fait, principalement si on a une comorbidité, cirrhose et carcinome hépatocellulaire. Alors, le carcinome hépatocellulaire, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire que quand on recherche
de l'ADN super enroulé chez des gens qui ont un carcinome hépatocellulaire sur foie sain, dans 50% des cas, on retrouve de l'ADN super enroulé. Donc ça peut expliquer un certain nombre de carcinomes hépatocellulaires sur foie sain. Et par contre, il y a des patients qui vont séroconvertir dans le système HBS après la constitution de la cirrhose. Et donc ça, c'est un cas un petit peu compliqué parce que ces patients vont passer en fait en dehors des circuits de surveillance habituels. Et ces patients ont un risque de cirrhose décompensée, bien sûr, en particulier s'ils ont des comorbidités. Et chez ces patients-là, il faut continuer à dépister le carcinome hépatocellulaire par échographie tous les 6 mois. Et ils ont un risque plus important de réactivation sous immunosuppresseurs. C'est-à-dire que si vous suivez un patient pour une cirrhose virale B inactive sur le plan virologique et qu'il négative son antigène HBS, il faut continuer à le surveiller comme une cirrhose. Il faut absolument, parce que sinon on va rater des carcinomes hépatocellulaires. Alors, dans ce cas clinique, les résultats du bilan complémentaire sont les suivants. L'antigène HBS est positif, l'anticorps anti-HBe négatif. La sérologie D, qui n'est quasiment jamais faite quand le patient arrive à la consultation, est négative. L'ADN est à 7 log, les transaminases à 2 fois la normale, et TP, alpha-fétoprotéine, albumine et la fonction rénale, tous ces autres examens sont normaux. Donc, quel est le stade de cette hépatite B d'après cette nouvelle nomenclature ? Alors, je vais remettre la diapositive précédente. Donc, en fait, la réponse était non classable parce qu'en fait, elle est antigène HBe positive. Donc, en fait, elle est soit infection, soit hépatite chronique antigène HBe positive. Attendez, je ne sais plus ce que j'ai mis sur la suivante. Non, c'est bon. Pardon. C'est parce que je n'ai pas mis le bon diaporama. Je suis désolée, il y a une erreur probablement sur le cahier également. Donc, le premier objectif, c'est d'identifier les indications du traitement antiviral B. Alors, en fait, les indications, elles vont dépendre, bien sûr, de ce qu'on veut obtenir du traitement et de ce qu'on peut obtenir du traitement. Ce qu'on veut obtenir du traitement, le premier objectif, c'est d'avoir un ADN viral indétectable avec les seuils habituellement utilisés, qui sont environ de 10 à 12 unités actuellement. Le deuxième objectif, ça sera éventuellement d'obtenir chez les patients qui sont initialement antigène HBe positifs, d'obtenir une négativation de l'antigène HBe. Ensuite, une séroconversion de l'anticorps, une séroconversion, c'est-à-dire une apparition de l'anticorps anti-HBe. Et ça, c'est considéré comme un contrôle immunologique partiel de l'infection. Et puis une normalisation des transaminases. Alors, le deuxième objectif, finalement, il va nous servir chez une minorité de patients, puisqu'environ 80% des patients qu'on voit et qui ont une hépatite B sont actuellement, initialement, avant traitement, antigène HBe négatif et anticorps anti-HBe positif immédiatement, selon les dernières données épidémiologiques. Donc, chez ces patients-là, l'objectif, une fois qu'on aura obtenu un ADN indétectable et une normalisation des transaminases, ça sera d'obtenir une négativation de l'antigène HBS et, si possible, une séroconversion HBS, c'est-à-dire une apparition des anticorps anti-HBS en plus. Et donc ça, c'est considéré comme la preuve optimale de la suppression de la réplication virale et de l'expression des protéines virales. Alors, il y a un dernier objectif qui serait encore mieux, ça serait d'obtenir une élimination complète de l'ADN super enroulé qui reste dans les hépatocytes, mais pour l'instant, là, on n'a pas la solution. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces objectifs ? Parce qu'ils sont associés à l'amélioration de l'espérance de vie et de la qualité de vie. Chez les patients cirrhotiques, ça permet de prévenir l'évolution vers la cirrhose et vers le carcinome hépatocellulaire. Chez les patients cirrhotiques, ça permet de prévenir le carcinome hépatocellulaire en prévention primaire. Ça permet aussi d'améliorer la fonction hépatique chez des patients cirrhotiques chez qui on diagnostique un carcinome hépatocellulaire. Donc, n'importe quel patient qui arrive non traité avec un carcinome hépatocellulaire, il faut le traiter. Ça lui permettra d'avoir plus d'accès au traitement curatif et ça permettra aussi de prévenir la récidive du carcinome hépatocellulaire. Et puis, chez tous les patients, cirrhotiques ou non cirrhotiques, ça permet d'obtenir la régression de la fibrose, la diminution de la transmission materno-fétale,
le traitement des manifestations extra-hépatiques qui sont liées à l'hépatite B et la prévention des réactivations virales chez un patient, par exemple, qui est dit infection chronique antigène HBe négatif. Si on le met sous chimiothérapie, il faut absolument qu'il ait un traitement préemptif. Alors, comment on pose l'indication thérapeutique? À partir des 3 critères principaux qui sont les transaminases, l'ADN et la sévérité de la maladie. On traite tous les patients qui ont un ADN supérieur à 2000 et des ALAT supérieurs à la normale et ou des lésions de fibrose ou d'inflammation moyenne. On va traiter également tous les patients cirrhotiques dès que l'ADN VHB est détectable selon les recommandations OASL. Je dois dire qu'on a un peu tendance aussi à les traiter quand l'ADN n'est pas détectable, histoire d'éviter les réactivations éventuelles. Et puis, on va traiter les patients qui ont un ADN VHB supérieur à 20 000 et des transaminases supérieures à 2 fois la normale, quelles que soient les lésions de fibrose ou d'inflammation, parce que ces patients-là sont à risque d'évolution. 2 autres tableaux de patients qu'on va traiter, ce sont les patients qui sont antigènes HBe positifs, ALAT normal et ADN très élevé. Alors ces patients-là correspondent finalement à l'ancienne immunotolérance, aux infections chroniques antigènes HBe+, mais il est dit qu'il faut les traiter à partir de 30 ans. Et pourquoi? C'est plus pour éviter l'évolution vers le carcinome hépatocellulaire que la cirrhose. Il a été démontré qu'après 30 ans, en particulier dans les séries asiatiques, le risque de carcinome hépatocellulaire était corrélé à l'importance de la virémie. Et c'est pour ça qu'on va traiter ces patients. Et puis, si un patient a un antécédent familial de carcinome hépatocellulaire ou de cirrhose, il a plus de risques lui-même de développer un carcinome hépatocellulaire ou une cirrhose. Et donc, ça doit intervenir dans les choix thérapeutiques. Et si le patient a des manifestations extra-hépatiques, là, il ne faut pas trop se poser la question. Le traitement de la manifestation extra-hépatique de l'hépatite B, c'est obtenir une virémie indétectable. Ça, je vais la passer parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais elle est sur les diapositives qui vous ont été communiquées. Donc, dans ce cas clinique, j'ai rien fait. Dans ce cas clinique, en fait, cette patiente, elle avait un ADN viral qui était assez important. Elle avait des transaminases qui étaient à 2 fois la normale. Donc, elle a 26 ans. C'est peut-être une patiente qui était entre le stade anciennement d'immunotolérance et le stade d'hépatite chronique ou de portage inactif. Donc, chez cette patiente, il ne fallait pas la traiter tout de suite. Il faut la suivre en longitudinal et regarder ce que ça devient au bout de 6 mois ou d'1 an. Parce que c'est vrai que si on la traite tout de suite et qu'elle allait évoluer vers un statut d'infection chronique antigène HBe négatif, finalement, on va la traiter pour rien. Donc, elle revient 8 mois après, donc on est assez content, elle a fait ses examens. Les transaminases sont un petit peu moins fortes, mais elles restent élevées. L'ADN est toujours à 7 log, même sérologie HBe, l'échographie et le Doppler sont normaux. Et en fait, initialement, cette patiente, je lui ai dit, 8 mois, c'est peut-être un petit peu juste pour la transition d'un stade à l'autre. On va attendre encore 6 mois. Mais en fait, elle est enceinte de 6 mois et donc ça change un petit peu la donne. Alors, que recommander chez cette patiente qui est donc enceinte de 6 mois avec un ADN viral B à 7 log et des transaminases à 1,5 fois la normale? Alors, c'est bien, hein. Donc, la sérovaccination de l'enfant à naître, ça, bien sûr. Le traitement par ténofovir, bien sûr, puisqu'elle est au-dessus des 200 000 unités par millilitre. Alors, l'accouchement par césarienne, il y a eu des choses qui ont été dites, mais globalement, il y avait une série qui disait que la césarienne diminuait la transmission materno-fétale, mais il y avait vraiment des biais dans cette étude, et donc il ne faut pas la prendre en compte. Le traitement par entecavir, alors non. Pour le traitement par entecavir parce que c'est contre-indiqué en cas de grossesse. Et ça explique d'ailleurs pourquoi chez toute femme qui a une indication thérapeutique pour l'hépatite B et qui est en âge d'avoir des enfants, il vaut mieux les traiter par ténofovir, il ne faut pas les traiter par entecavir. Et la contre-indication à l'allaitement, bien non, parce que comme on aura pris les précautions chez l'enfant avec la sérovaccination à la naissance et le ténofovir chez la femme en fin de grossesse, il y aura pas de risque de contamination à l'allaitement. Alors, en cas de grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Les recommandations stipulent que la sérologie B doit être systématique au premier trimestre de la grossesse.
Si la patiente a un traitement, il faut que ça soit uniquement du tenofovir. Si elle est sous antécavir, il faut la switcher. Et il ne faut pas arrêter le tenofovir pendant la grossesse. Donc ça paraît la palissade, mais il y a beaucoup de gynécologues qui demandent aux patientes de tout arrêter pendant la grossesse, ce qui présente le risque de réactivation pendant la grossesse. Donc franchement, ça c'est surtout quelque chose à ne pas faire. Si l'antigène HBS est positif, il faut faire un bilan au 6e mois de grossesse, dont l'ADN viral. Et si l'ADN viral est supérieur à 200 000 unités par millilitre, il faut alors traiter cette patiente dans les 3 mois avant l'accouchement. Alors méfiez-vous pour des patientes qui ont des menaces d'accouchement prématuré, traitez un peu plus tôt. Sérovaccination obligatoire chez tous les enfants à la naissance dans les 12 premières heures. Donc pour ça, ce qui est pas mal sur le plan pratique, c'est de motiver le père, parce que la femme accouche, et donc elle est fatiguée. Certaines d'entre vous en conviendront, donc je pense que c'est bien que ça soit le père qui s'en charge, et ça le motive. Et on arrête, quand il n'y a pas besoin de traiter les patientes, il faut arrêter le tenofovir 3 mois à l'accouchement, s'il n'y a pas d'indication à traiter les patientes au long cours. Bon, attention aux réactivations, mais habituellement, la virémie a eu le temps de diminuer, mais pas de façon si importante que ça, et on a rarement des réactivations gênantes. Alors, je vais passer certaines diapositives qui sont un petit peu hors sujet pour des questions de temps. Alors, on revient à notre cas clinique. La patiente est partie avec son tenofovir. On lui avait dit un petit peu ce qui allait se passer. Elle a finalement accouché. Et puis finalement, elle revient vous voir seulement 1 an après l'accouchement, même si elle avait un rendez-vous précédemment, parce qu'elle a été au Laos et en fait son père est décédé d'une tumeur hépatique, mais sans trop de précision parce qu'il n'y avait pas trop les moyens d'avoir accès aux soins. Mais enfin, elle m'a dit il avait un gros foie dur et il était jaune. Elle a arrêté, comme vous lui avez dit, son traitement 3 mois après l'accouchement. Bon, le risque de réactivation après l'accouchement, de toute façon, comme il n'y a pas eu de surveillance, il n'y en a pas eu cliniquement. Sa petite fille va bien, elle a été sérovaccinée. Alors, la femme a fait tout ce qu'il fallait pour sa fille et la petite a eu une sérologie 1 an après l'accouchement. Elle a des anticorps anti-HBS positifs isolés, donc pas de souci. Et puis finalement, cette patiente avait fait une formation de technicienne en laboratoire. Elle va reprendre son travail maintenant qu'elle est revenue du Laos et elle envisage une 2e grossesse à moyen terme. Dans le bilan qu'elle ramène, tous les résultats sont normaux en dehors de l'antigène HBS qui reste positif et l'ADN viral B en fait a bien diminué à 1800 unités par millilitre. Donc vous voyez que finalement, cette patiente, si on enlève la période tenofovir, dont on est à distance maintenant du tenofovir, eh bien, elle était probablement dans la phase de transition entre l'infection antigène HBE positive et l'infection antigène HBE négatif. Donc, vous lui expliquez qu'elle doit être traitée en raison de son projet de grossesse, qu'elle doit être traitée en raison de son projet professionnel, qu'elle doit être traitée en raison de son origine géographique et des antécédents familiaux, qu'elle doit être traitée parce que l'antigène HBS reste positif, ou qu'elle ne doit pas être traitée parce que l'ADN est inférieur à 2000 unités et les transaminases normales. Vous êtes trop fort. Alors, effectivement, il y a 2 choses. Effectivement, il faudra la traiter pour 2 raisons. Pour le projet professionnel et puis en raison de son origine géographique et des antécédents familiaux. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sûr que son père soit décédé d'un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose virale B, mais quand même, il y a une forte suspicion. Donc, pour revenir, on va juste aller sur la dernière case, personnel soignant. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut répondre aux patients et surtout aux médecins du travail, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à exercer ce type de profession, mais il faut que les patients soient traités par analogue. Si l'ADN est supérieur à 200, c'est vraiment le seuil. Et à partir de là, les patients peuvent tout à fait être traités, même s'ils exercent des gestes à risque. Donc elle, c'était le cas, puisqu'en fait, elle était technicienne de laboratoire, donc elle allait prélever. Deuxième objectif thérapeutique, connaître la place de la biopsie avant la mise en route du traitement antiviral B, donc QCM5. Avant le traitement, vous décidez de réaliser une évaluation de la sévérité de la fibrose. Premièrement, pour décider de l'indication thérapeutique. Deuxièmement, pour décider du traitement et choisir entre interféron et tenofovir. Troisièmement, pour décider du rythme des échographies de surveillance. Quatrièmement, pour répondre aux questions de la patiente et de son médecin. Et cinquièmement, pour évaluer plus tard l'efficacité du traitement sur une autre évaluation de la fibrose.
Alors, pour les réponses, pour décider de l'indication thérapeutique, ben, finalement non, puisqu'en fait, on a déjà l'indication thérapeutique. Elle doit être traitée à cause des antécédents familiaux et de l'origine géographique, et elle doit de toute façon être traitée pour pouvoir exercer sa profession. Pour décider du traitement entre interféron et tenofovir, bien non, puisque en fait, l'interféron n'a pas d'indication dans ce contexte-là. Et de toute façon, pour pouvoir travailler, il faut qu'elle ait vraiment un traitement par analogue avec un ADN inférieur à 200. Donc de toute façon, on sait qu'on va la traiter. On sait par quoi on va la traiter, par analogue. On sait que c'est du tenofovir qu'on va utiliser et pas de l'entecavir parce qu'elle est en âge d'avoir des enfants et qu'elle a un projet de grossesse. Et donc finalement, le but, ça va être de vérifier si elle a ou non constitué une cirrhose avant d'en être à ce stade, et ça permettra d'avoir le rythme des échographies de surveillance, et ça permettra également pouvoir répondre à cette patiente qui était assez inquiète. Alors, quels tests sont validés et remboursés dans le cadre de l'hépatite chronique B? Vous avez biopsie hépatique, FIB4, fibrotest, fibromètre et fibroscan. Bon, en fait, je vais vous décevoir, mais on n'a pas grand-chose. Alors, la biopsie hépatique, c'est remboursé. Le FIB4, bien sûr, ça pose pas de problème. Le fibrotest et le fibromètre, ce n'est pas remboursé dans cette indication-là. Et le fibroscan est remboursé. Il a été reconnu par la Haute Autorité de Santé. Donc, finalement, chez elle, c'est biopsie, FIB4 et fibroscan. Alors, le résultat du fibroscan est à 9,8 kPa. Autre question, quelles sont vos conclusions? Alors, il est impossible d'interpréter ce résultat parce qu'elle avait eu un pic de cytolyse 2 ans avant. Elle a des lésions de fibrose sévères. Elle a des lésions de fibrose non sévères. Il faut faire la biopsie hépatique parce que cette valeur ne correspond pas au tableau d'infection chronique antigène HBe négatif actuel de cette patiente. Il faut faire un bilan à la recherche de comorbidité. Alors, petit a, effectivement, c'était faux parce qu'un pic de cytolyse 2 ans avant, c'est vraiment trop loin. Si elle l'a eu dans les 6 derniers mois, effectivement, ça peut fausser le fibroscan, mais 2 ans, c'est trop loin. Elle a des lésions de fibrose sévères, très probablement, parce qu'elle a un fibroscan qui est supérieur à 9, 9,5. Il faut faire la biopsie parce que cette valeur ne correspond pas au tableau d'infection chronique antigène HBe négatif de cette patiente. Ça aurait pu se discuter si on n'avait pas eu les antériorités, si on la voyait là juste maintenant. Mais là, on sait qu'en fait, elle a eu toute une phase de réplication virale et très probablement, elle a constitué pendant cette phase-là des lésions de fibrose. Et il faut faire un bilan à la recherche de comorbidité, oui, toujours, bon, sachant qu'il y a toutes les chances qu'on n'en retrouve pas parce que le bilan hépatique était normal. Alors, que disent les recommandations et la Haute Autorité de Santé? Le seul test non invasif remboursé en France dans le suivi de l'hépatite B chronique en dehors du FIB4, c'est le fibroscan. Et les seuils qui ont été recommandés par l'ESL en 2017 pour le diagnostic de fibrose sévère, c'est 9 kPa si les transaminases sont normales et 12 kPa si les transaminases sont entre 1 et 5 fois la normale. Donc, il faut vraiment tenir compte du niveau des transaminases. Et donc, nous, on est dans ce cas-là. Donc, cette patiente est considérée comme ayant des lésions de fibrose sévère, ce qui va être un argument supplémentaire pour la traiter. Alors, l'intérêt de l'évaluation de la fibrose, c'est pour avoir une indication thérapeutique chez certains patients. Dans ce cas-là, ce qu'on recherche, c'est en fait une fibrose au moins modérée. Donc, pour elle, ça ne servait à rien, mais c'est intéressant, pas pour poser l'indication thérapeutique, mais pour la surveillance. Donc la mise en route du dépistage des complications, carcinome hépatocellulaire et hypertension portale. Et à ce moment-là, on s'en réfère aux recommandations habituelles. La question, c'est que fait-on chez les patients qui ont une comorbidité, qu'elle soit virale C, VIH, métabolique, éthylique? Ben là, c'est pas très clair, hein, parce qu'en fait, c'est recommandé uniquement chez les patients qui n'ont que l'hépatite B. Et que fait-on chez les patients ayant un antécédent familial? Ben, on en tient compte du résultat du fibroscan, mais ça ne jouera pas forcément sur l'indication thérapeutique. Hein, comme cette patiente, on peut traiter des patients qui ont des lésions de fibrose faibles. Pardon, si elle avait eu des lésions de fibrose faibles, on l'aurait traité de toute façon.
Alors, connaître le rythme et les modalités de la surveillance biologique et morphologique d'une hépatite B traitée, c'était le troisième objectif pédagogique. Donc, pour rappel, le traitement dont on se sert majoritairement pour les patients, ce sont les analogues. Dans les recommandations, c'est l'utilisation de l'entecavir, du tenofovir, alors pour le SL, ou le TAF, qui est le tenofovir sans effet secondaire néphrologique, qu'on n'a pas en France en dehors des multithérapies anti-VIH. Donc, ça sera entecavir et tenofovir en première intention. Le suivi qui est recommandé, c'est de faire les transaminases et l'ADN viral B une fois tous les 3 mois pendant un an, ensuite une fois tous les 6 mois. On peut éventuellement espacer pour l'ADN un dosage tous les 6 à 12 mois parce qu'on sait que ces médicaments sont vraiment très efficaces. Et si les patients les prennent bien, il y a assez peu de questions à se poser sur la diminution de la virémie, mais il faut le surveiller. Le suivi sérologique, chez les patients qui sont antigènes HBE négatifs, au début du traitement, ce qui concerne 80% de nos patients, il faut faire l'antigène HBS une fois par an. Et une fois que l'antigène HBS s'est négativé, à ce moment-là, on recherche l'anticorps anti-HBS pour vérifier s'il y a une séroconversion complète. C'est malheureusement vraiment rare. Chez les patients antigènes HBE positifs, il faut d'abord rechercher l'antigène HBE une fois par an. Et une fois que l'antigène HBE est négatif, à ce moment-là, on recherche l'apparition des anticorps anti-HBE une fois par an. Donc vous voyez, on fait les choses de façon progressive. Et puis une fois qu'on en est là, hop, et ben on repart de ce côté-là et on recherche la négativation de l'antigène HBS et l'apparition de l'anticorps anti-HBS. Alors concernant maintenant la surveillance néphrologique et les conséquences osseuses. Ce qu'il est recommandé de faire, c'est de changer le traitement par tenofovir pour l'entecavir ou le TAF, mais je vous le dis à voix basse puisqu'on n'en a pas, chez les patients à risque néphrologique élevé ou qui ont déjà une maladie osseuse, bien sûr en tenant compte d'une exposition préalable à la lamivudine. En fait, l'entecavir n'est pas recommandé chez un patient qui sera initialement résistant à la lamivudine. Donc ça concerne les patients qui sont traités depuis très longtemps. Mais tous les autres, il faut changer le tenofovir par l'entecavir dans un de ces deux contextes. Il faut de toute façon vérifier le débit de filtration glomérulaire et la phosphorémie chez tous les patients qui ont un risque néphrologique élevé, quelle que soit la molécule qui va être utilisée. Et puis, chez les patients qui sont traités par tenofovir, quel que soit le risque néphrologique, on fait au début un débit de filtration glomérulaire tous les 3 mois pendant un an, puis ensuite tous les 6 mois, et voire plus si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60 ml par minute ou si la phosphorémie est basse. Au passage, la première cause d'hypophosphorémie en France, c'est la carence en vitamine D. Donc la première chose à faire si le patient est en hypophosphorémie et qu'il n'y a pas d'autre anomalie, c'est de lui donner 3 ampoules de vitamine D et de recontrôler la phosphorémie. Alors, le traitement de l'hépatite B dans le futur, il y a beaucoup de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc je vous ai mis ce très joli schéma que je ne détaillerai pas, mais il y a des inhibiteurs d'entrée. Là, vous avez les nouveaux analogues nucléosidiques ou nucléotidiques, vous avez des micro-RNA, et puis vous avez aussi les immunomodulateurs. Et enfin, pour tenir les temps, les messages qu'il faut retenir, c'est concernant l'objectif de traitement. L'objectif premier, c'est d'obtenir un ADN indétectable à long terme, et c'est ça qui va vraiment donner une amélioration clinique, une amélioration de l'espérance de vie et une qualité de vie tout à fait normale. Et puis en deuxième, ça sera la négativation de l'antigène HBS, puis la séroconversion HBS complète. Les indications qui sont non discutables, c'est le fait d'avoir une cirrhose avec un ADN B détectable, et c'est le fait d'avoir un ADN supérieur à 2000 avec des alates supérieures à la normale et ou des lésions de fibrose et d'inflammation modérée à sévère. Dans les tests non invasifs de fibrose, finalement, on n'en a qu'un seul dans les tests habituels qui est reconnu et remboursé en France, c'est le FibroScan. Et il faut bien retenir que le seuil qu'on considère pour dire que les patients ont des lésions de fibrose sévère va dépendre des transaminases. Donc c'est 9 kPa quand les transaminases sont normales et 12 kPa si les transaminases sont entre 1 et 5 fois la normale. Le traitement de première intention, c'est entecavir, tenofovir. Donc ne pas oublier le tenofovir plutôt chez les femmes en âge d'avoir des enfants. L'entecavir plutôt chez les personnes qui ont un risque néphrologique ou un risque osseux. Le suivi du traitement par analogue, c'est les transaminases et l'ADN-B une fois tous les 3 mois pendant un an, puis une fois tous les 6 mois ensuite.
La surveillance néphrologique, c'est débit de filtration glomérulaire tous les 3 mois pendant 1 an, donc on fait ça en même temps, puis tous les 6 mois au moins, d'autant plus s'il y a un risque néphrologique ou s'il y a bien sûr un traitement par tenofovir. Au cours de la grossesse, le dépistage systématique doit se faire au premier trimestre de la grossesse et pas au 3e trimestre comme il était précédemment recommandé. Et on traite les patientes par tenofovir si l'ADN est supérieur à 200 000 au 6e mois. Ne pas oublier la sérovaccination systématique de l'enfant dans les 12 premières heures de vie. Et chez toutes les patientes qu'on va traiter, je pense qu'il faut bien leur faire répéter ça à la fin de chaque consultation pour que ça soit bien imprimé. Voilà. Merci.